Le président russe Vladimir Poutine est peut-être l'un des dirigeants les plus excentriques de l'histoire moderne. Au pouvoir depuis 1999, la Russie a connu de nombreux changements sous son administration, notamment l'interdiction de nombreuses choses qui sont courantes et normales presque partout ailleurs. Des aliments exotiques au même, voici 7 choses courantes interdites par Vladimir Poutine en Russie. Aliments importés. Une chose à laquelle vous ne pensez probablement pas beaucoup lorsque vous allez faire vos courses est la provenance des produits que vous achetez. Certes, vous avez peut-être votre marque préférée de sirop d'érable ou de mozzarella italienne, mais ce n'est probablement pas quelque chose dont vous vous préoccupez activement. Si vous vivez en Russie, c'est certainement un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Pourquoi? Parce que l'importation de produits alimentaires étrangers est interdite en Russie. En effet, vous pouvez avoir des ennuis en Russie si vous achetez de la viande provenant du mauvais pays. La Russie ne se contente pas d'interdire sans raison les produits alimentaires en provenance d'autres pays. En 2014, la Russie a pris l'initiative audacieuse d'occuper et d'annexer la Crimée, ce qui n'a pas particulièrement réjoui l'UE et les États-Unis. Ces derniers ont décidé de prendre des sanctions contre la Russie afin d'éviter toute forme de confrontation militaire directe. Ces sanctions comprenaient le gel des avoirs et la restriction des transactions des particuliers, des banques et des entreprises russes, en particulier ceux qui étaient considérés comme des alliés du président Vladimir Poutine. Les sanctions ont également limité les échanges de produits pétroliers avec la Russie, qui représente une part importante de l'économie russe. Il va sans dire que la Russie a été touchée et que le gouvernement russe a été suffisamment contrarié pour l'inciter à appliquer ses propres sanctions. L'importation de denrées alimentaires et de produits agricoles en provenance des pays ayant appliqué les sanctions a donc été interdite et les produits étrangers en provenance de ces pays ont rapidement disparu des rayons des magasins en Russie. Le pays va même jusqu'à détruire ces produits lorsqu'ils sont découverts. Pour compenser le manque de nourriture à laquelle les gens sont habitués et qu'ils ont appris à aimer, des produits locaux ont été investis pour remplacer les aliments étrangers. Le gouvernement a encouragé ses citoyens à acheter des produits russes et s'il n'y avait pas d'alternative, ils devaient s'en passer. Pour s'assurer que les citoyens n'aillent pas à l'encontre de cet ordre, la menace d'ennui est toujours présente. Peu de gens sont prêts à risquer des ennuis juste pour de la nourriture. Les citoyens russes ne sont même pas autorisés à avoir en leur possession des produits alimentaires étrangers interdits. Et ceux qui passent ces produits en contrebande ou qui sont pris en flagrant délit sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Certains diront que cela semble un peu extrême, mais c'est ainsi que les choses se passent. Si vous pensiez que les lois strictes imposées dissuaderaient complètement les gens de passer en contrebande les savoureuses saucisses allemandes et les haricots britanniques, vous vous trompiez lourdement. La contrebande et la vente illégale de ces produits désormais rares sont très populaires depuis l'imposition de l'interdiction. Et leur prix est élevé. Les gens doivent simplement faire très attention à ne pas se faire prendre avec. Il est hilarant de constater qu'il n'est pas totalement impossible que, quelque part en Russie, un homme se trouve dans une ruelle sombre pour vendre des pêches juteuses tout en regardant constamment autour de lui à la recherche de la police. L'application de cette interdiction n'est cependant pas sans heurts pour le gouvernement russe. Des tonnes de denrées alimentaires de contrebande continuent de franchir ces frontières en provenance des pays alliés que sont le Bélarus et le Kazakhstan. Les marchandises sont généralement reçues d'autres régions d'Europe, puis modifiées et réétiquetées pour donner l'impression qu'elles ont été produites localement avant d'être expédiées en Russie. Cette méthode est particulièrement efficace et n'est pas très facile à détecter. Le 18 août 2015, la police russe a arrêté 6 personnes dans le cadre d'un réseau de 30 millions de dollars accusées de faire passer en contrebande de la présure étrangère et de l'utiliser pour fabriquer du fromage de contrebande. Environ 470 tonnes de présure ont été saisies lors du raid. Si l'interdiction peut sembler inutilement lourde, elle pourrait en fait être une bonne chose pour le gouvernement russe. Aujourd'hui, la Russie continue d'entretenir des relations de plus en plus difficiles avec l'Occident, notamment en raison de sa guerre en Ukraine, qui lui a valu des sanctions encore plus lourdes. Il est peu probable que les sanctions soient levées de sitôt, de sorte que l'autosuffisance serait un grand avantage pour la Russie. Moins elle dépend des produits de base étrangers, plus elle a de poids. Mais il y a aussi des inconvénients. La vente de ces produits pétroliers représente, comme indiqué précédemment, une part importante de l'économie russe. Si l'on supprime cette activité, la Russie se retrouve relativement affaiblie, que ses citoyens mangent ou non du brie français. L'avenir nous dira si l'interdiction des produits alimentaires étrangers était un coup de génie de l'administration Poutine, ou si elle reviendra la hanter. Mais ce n'est certainement pas la chose la plus folle de cette liste. Témoin de Jéhovah. La Russie est un État laïque, et la religion est très distincte de l'État. Toutefois, la liberté de religion y est encore largement garantie. La Constitution russe accorde à tous les citoyens des droits égaux, quelle que soit leur croyance religieuse, ainsi que le droit de pratiquer et de professer sa religion. La Russie va plus loin en reconnaissant le christianisme, l'islam
le judaïsme et le bouddhisme comme ses principales religions traditionnelles. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'être membre de ces religions. La liberté de religion a cependant ses limites et la loi russe permet à l'État d'interdire certaines activités de groupes religieux si ces activités sont considérées comme extrémistes. C'est ainsi que certaines sectes religieuses, dont les témoins de Jéhovah, ont fait l'objet d'enquêtes et ont été placées dans l'illégalité. Témoins de Jéhovah et activités extrémistes ne sont généralement pas des mots que l'on s'attend à voir dans la même phrase, et Poutine était peut-être simplement fatigué de les voir frapper à sa porte pour le sermonner, mais c'est bien vrai. Être ouvertement membre de ce groupe religieux peut vous attirer des ennuis. Vous vous dites probablement, comment l'une des organisations chrétiennes les plus passives du monde peut-elle énerver Poutine au point d'être interdite? Tout a commencé en 2009, lorsqu'un tribunal local de Taganrog a jugé que l'organisation n'était coupable d'incitation à la haine religieuse en propageant l'exclusivité et la suprématie de ses croyances religieuses, ce qui a conduit à son interdiction dans la ville. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Quelques mois plus tard, le 8 décembre 2009, la Cour suprême a confirmé cette décision et déclaré que 34 ouvrages des témoins de Jéhovah étaient extrémistes. Il s'agit notamment de la célèbre Tour de garde, dont les témoins de Jéhovah tirent plus de 42 millions d'exemplaires par numéro. Le 21 juillet 2015, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie a ajouté le site officiel des témoins de Jéhovah à la liste fédérale des matériels extrémistes, obligeant les fournisseurs d'accès à Internet de toute la Russie à bloquer l'accès au site et considérant comme une infraction pénale le fait de promouvoir le site à l'intérieur du pays. Le coup de grâce a été donné en mars 2017 lorsque le ministère russe de la Justice a officiellement suspendu les activités du centre administratif des témoins de Jéhovah en Russie en raison d'activités extrémistes. Cela signifie que toutes les activités des témoins de Jéhovah ont dû cesser immédiatement et qu'il est devenu criminel de s'identifier en tant que membre des témoins de Jéhovah. Le gouvernement est allé jusqu'à mener des raids contre les membres présumés de l'organisation, ce qui a conduit à l'arrestation et à la poursuite de centaines de personnes, dont beaucoup risquent l'emprisonnement. Cela a conduit les témoins de Jéhovah russes à cacher leur foi, à se réunir et à pratiquer leur culte en secret. Voilà pour la liberté de religion, n'est-ce pas? Les raisons de cette interdiction sont peut-être plus nombreuses qu'il n'y paraît. Tout d'abord, l'origine des témoins de Jéhovah pourrait être un facteur. L'organisation a été créée en Amérique et il est possible que le gouvernement russe la considère comme une menace par laquelle l'Amérique pourrait diffuser de la propagande à l'intérieur de ses frontières. Et s'il y a une chose que nous savons tous, c'est que la Russie est toujours sceptique lorsqu'il s'agit de l'Amérique. Un autre point qui mérite d'être soulevé est que les témoins de Jéhovah, dans le cadre de leur idéologie, refusent de s'enrôler dans l'armée ou de s'engager dans la politique. Poutine n'a peut-être rien contre un groupe politiquement apathique. Après tout, on peut s'opposer à son administration si l'on ne s'intéresse même pas à la politique. Mais je suis presque certain qu'une partie de la population qui refuse catégoriquement de s'enrôler dans l'armée n'est pas très idéale, surtout en cette période de guerre en Ukraine où l'État a besoin d'un plus grand nombre de personnes à enrôler. L'interdiction par la Russie des activités des témoins de Jéhovah n'a pas été exempte de critiques. Il est clair que l'organisation souhaite poursuivre ses activités dans l'État et poursuivre ses objectifs de diffusion de son message sur Jéhovah à tout le monde, et elle a tenté à plusieurs reprises d'appeler le gouvernement russe à lever cette interdiction. Manifestement, cela n'a pas très bien fonctionné. Des organisations internationales ont également critiqué le gouvernement russe et tenté de lui lancer des appels diplomatiques. Peu après l'interdiction des activités des témoins de Jéhovah, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression, David Kaye, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les libertés de réunion pacifique et d'association, Maïna Kiai, et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion et de conviction, Ahmed Shahid, ont condamné cette mesure. La directrice du programme Russie de Human Rights Watch, Tania Lokshina, a également commenté la situation en ces termes. La seule chose qui leur a été reprochée est de se réunir, de parler de religion et de prier ensemble, et ces personnes sont traitées comme de dangereux criminels. Les jurons dans les médias. L'art soutient l'expression sous diverses formes, mais si vous vivez dans la Russie de Vladimir Poutine, certains types d'expressions ne sont tout simplement pas autorisés. L'injure et l'utilisation de jurons dans les médias sont des pratiques qui existent depuis des lustres et qui ont été reprises dans les médias modernes. Les films, les chansons et les livres les utilisent. En fait, l'une des choses pour lesquelles l'acteur vétéran Samuel Jackson est connu est son utilisation d'un certain juron, vous savez lequel. Mais s'il vivait en Russie, il aurait beaucoup de mal, car l'utilisation de jurons dans les médias est absolument interdite par le gouvernement russe, qui a même son propre pote à jurons. Une violation de la loi contre le blasphème entraîne des amendes pouvant aller jusqu'à 50 000 roubles, soit environ 1 400 $ pour les entreprises,
et 2500 roubles, soit environ 70 $ pour les particuliers. Les livres contenant des jurons doivent également être accompagnés d'un avertissement sur la couverture pour informer les lecteurs. Cette loi a été adoptée en 2014 et vise prétendument à protéger la langue russe et à promouvoir les valeurs traditionnelles. En vertu de cette loi, en cas de litige sur la question de savoir si la loi a été violée ou non, un groupe d'experts sera mis en place pour le déterminer. Pour de nombreuses personnes vivant en dehors de la Russie, cette loi semble un peu absurde. D'autant plus que, depuis des décennies, les Russes sont connus pour leurs jurons. D'ailleurs, juste après l'adoption de cette loi, les Russes ont multiplié les jurons en ligne, en guise de protestation. Mais cela n'a pas duré très longtemps, surtout lorsque la loi a commencé à être appliquée. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Poutine à adopter cette loi. Pour beaucoup, les jurons ne sont pas particulièrement nuisibles. Au contraire, il s'agit d'un moyen d'expression parmi d'autres. Quelle raison un gouvernement pourrait-il avoir de supprimer les jurons dans les médias? Cela pourrait faire partie d'un plan beaucoup plus vaste visant à contrôler le contenu et l'expression. Il est de notoriété publique que la Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, n'est pas vraiment réputée pour sa liberté de la presse. En déterminant ce que la presse montre, et même ce qu'elle dit, le gouvernement peut déterminer l'image qu'il veut donner de lui-même dans les médias. La nature conservatrice de cette loi est également conforme à la politique du gouvernement russe au fil des ans. La Russie considère également les jurons comme une influence occidentale à laquelle elle doit résister. Bien que cela soit discutable, en réalité, le gouvernement russe n'a pas vraiment de raison très solide pour justifier cette interdiction. Il semble l'avoir fait simplement parce qu'il le voulait. Qu'advient-il donc de tous les médias qui ne sont pas originaires de Russie et qui entrent en Russie? Les livres qui entrent dans le pays doivent être modifiés s'ils veulent éviter que l'étiquette indique qu'ils contiennent des propos blasphématoires. De même, les films et les émissions contenant des blasphèmes doivent être censurés. L'un des moyens d'y parvenir est de retravailler le son des médias avec une voix off. Certains producteurs de films ne sont pas satisfaits de la loi et souhaitent qu'elle soit modifiée. En fait, selon le journal national russe, The Moscow Times, la loi a été accueillie à la fois par des critiques et par un choc, car les jurons ont été une composante essentielle de l'art russe, certains des meilleurs poètes et dramaturges du pays utilisant des jurons de manière prolifique, du classique Alexandre Pouchkine au post-moderniste contemporain Vladimir Sorokin. En l'état actuel des choses, si vous êtes producteur ou écrivain et que vous envisagez de présenter votre film ou votre livre en Russie, veillez à ne pas contrarier le gouvernement. Les mèmes. Pour être clair, les mèmes ne sont pas totalement interdits en Russie. Mais si vous publiez le mauvais type de mème, vous risquez d'être emprisonné. Quel est le mauvais type de mème, demandez-vous? Eh bien, il n'est pas facile de savoir ce que c'est. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu le mème d'un président Poutine torse nu sur un cheval. Cette image a été utilisée pour montrer sa virilité et sa dureté. Toutefois, sur certains sites internet, cette photo a été tournée en comédie et c'est apparemment une chose pour laquelle vous pourriez avoir des ennuis si vous la publiez. En Russie, il est illégal de créer des mèmes qui se moquent des personnes et des groupes, en particulier des représentants du gouvernement et des groupes religieux. Cela peut sembler un peu bizarre, car les mèmes politiques critiquant les fonctionnaires et se moquant d'eux sont assez courants presque partout ailleurs dans le monde. Cependant, en Russie, c'est un moyen facile de se faire jeter en prison. Maria Motuznaya est une personne qui sait à quel point un mème amusant peut rapidement devenir problématique. En 2018, Maria a été arrêtée et inculpée pour offense aux sentiments des croyants religieux et incitation à la haine raciale, après que 2 femmes se sont plaintes d'images qu'elle avait publiées sur le site de réseautage social russe VKontakte. Elle avait téléchargé quelques mèmes, dont l'un représentait des religieuses en train de fumer. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison si elle était condamnée, mais elle a réussi à se soustraire à l'accusation. Pendant tout ce temps, Maria n'arrivait pas à croire qu'elle était poursuivie pour avoir publié des mèmes. Lorsque sa maison a été surélevée, elle a cru que ses amis lui faisaient une farce. Maria n'est pas la seule à avoir été arrêtée pour des mèmes que la plupart des gens jugeraient inoffensifs. Daniel Markin a été arrêté et accusé du même crime que Maria. Lui aussi risquait jusqu'à 5 ans de prison pour avoir partagé des mèmes comparant le personnage de Game of Thrones, Jon Snow, à Jésus. À la suite de cette inculpation, il a été placé sur une liste noire de terroristes et d'extrémistes par le Service fédéral de surveillance financière, ce qui l'a empêché d'utiliser les services bancaires. Il n'a pas non plus pu trouver d'emploi. Andrei Chacherin, 38 ans, est un autre Russe qui a fait l'objet d'une enquête criminelle après avoir partagé sur les médias sociaux des photos jugées offensantes pour les croyants. Il a également critiqué le patriarche orthodoxe russe Kirill, le chef de l'Église dont le président Poutine est membre, parce qu'il portait une montre-bracelet de luxe et qu'il l'a fait disparaître sur des Photoshop. Il n'est pas surprenant que le gouvernement russe impose de telles restrictions aux mèmes pour contrôler l'expression.
Interdire les contenus qui critiquent les représentants du gouvernement est fondamentalement un autre moyen de supprimer l'opposition et de mettre le peuple au pas. Avec le pouvoir particulier de connexion et d'organisation que l'Internet a donné aux gens, il est au moins clair de voir pourquoi l'expression pourrait être inquiétante pour un gouvernement qui est bien connu pour sa position de maintien d'une emprise ferme sur le peuple. Toutefois, l'Internet est vaste et il est plus facile de le surveiller et de le censurer que de le faire. Que fait donc la Russie? Outre la menace d'emprisonnement des personnes surprises en train de critiquer le gouvernement par le biais de mèmes, la Russie tient également un registre des blogs ayant plus de 3000 vues par jour, afin d'identifier les sites susceptibles d'être utilisés pour partager des contenus qu'elle n'apprécie pas. Les blogs qui ne se conforment pas à ces règles voient leur accès aux sites bloqués par les fournisseurs d'accès à l'Internet. Il y a bien sûr la question de l'abus de cette loi et la probabilité qu'elle s'étende au-delà des mèmes que le pays n'aime pas. Il est essentiel de veiller à ce que ces lois n'étouffent pas les critiques légitimes et ne sapent pas le discours démocratique, et à ce qu'elles n'entravent pas le droit des citoyens à la liberté d'expression. Une attaque contre la liberté d'expression pourrait déboucher sur la création d'une société où le concept même de discours civil est désapprouvé, ce qui est dangereux dans une société démocratique, ce que la Russie prétend être selon sa constitution. En outre, cela créerait un dangereux précédent qui pourrait être suivi par des gouvernements qui cherchent à contrôler leur population, ce qui conduirait à des gouvernements plus oppressifs dans le monde entier. Sous-vêtements en dentelle. Dans la plupart des pays, les gens n'ont pas à se demander si leurs sous-vêtements enfreignent la loi. Mais ce n'est pas un luxe que tout le monde peut s'offrir, car le type de sous-vêtements que vous portez est un autre élément qui est déterminé par le gouvernement. La lingerie et les autres formes de sous-vêtements en dentelle ne sont pas autorisées à être fabriquées ou vendues en Russie, et ce pour des raisons de santé. La Russie, ainsi que deux de ses alliés, le Kazakhstan et la Biélorussie, ont interdit en 2014 toutes les formes de culottes en dentelle ou en filet à forte teneur en matière synthétique, en raison d'une nouvelle règle d'hygiène. Les pays affirment que l'interdiction est due au fait que les matières synthétiques manquent d'hygroscopicité, ce qui signifie que les peaux ne peuvent pas recevoir suffisamment d'air. Le Kremlin affirme également que les réactions allergiques aux matières synthétiques sont également en cause. Toutes les formes de sous-vêtements doivent contenir au moins 6% de coton afin de respecter la norme imposée par le règlement. De toute évidence, les femmes ne sont pas enthousiasmées par cette réglementation et ont manifesté leur mécontentement, certaines allant même jusqu'à protester activement. Qu'à Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan, où 3 femmes ont protesté en mettant des culottes en dentelle sur leur tête et en tentant de les déposer devant l'Indépendance. Et le cas monument de les manifestantes ont été interpellées, arrêtées et condamnées à payer une amende d'environ $100 pour petit hooliganisme. D'autres manifestations ont eu lieu dans les 3 pays, les femmes exprimant ouvertement leur mécontentement, beaucoup d'entre elles affirmant qu'il s'agissait d'un retour à l'ère soviétique où les femmes étaient obligées de porter des sous-vêtements peu attrayants. Certaines femmes ont affirmé que si elles n'étaient pas autorisées à acheter des sous-vêtements en dentelle en Russie, elles les achèteraient simplement à l'étranger et les introduiraient clandestinement en Russie. Les femmes se sont également exprimées sur les médias sociaux, affirmant que la nouvelle réglementation était une atteinte à leur droit à l'autonomie et à leur droit de choisir. Pour l'instant, aucune loi n'empêche les femmes de porter des sous-vêtements en dentelle, donc personne ne va procéder à des scanners pour s'assurer que les gens ne portent que des sous-vêtements approuvés, heureusement. Mais pourquoi la Russie a-t-elle mis en œuvre cette nouvelle politique? Cette politique prend tout son sens lorsque l'on sait que le marché des sous-vêtements représente environ 4 milliards d'euros, selon l'Union russe du textile et de l'industrie légère, dont près de 60% sont des culottes. Avant 2014, la majorité des culottes provenaient de l'étranger. En coupant le marché étranger, la Russie pourrait s'insérer dans cet énorme marché. Les femmes peuvent protester contre les nouveaux sous-vêtements qu'elles sont obligées d'acheter, mais peu de gens ont le luxe de voyager à l'étranger pour se procurer des sous-vêtements. Et il y a fort à parier que la majorité des femmes seront toujours obligées d'acheter les sous-vêtements locaux, quoi qu'il en soit. Éviter de dépendre des marchés étrangers est également une chose que la Russie semble privilégier, comme nous l'avons vu, et cela pourrait donc être un facteur. Mais il semblerait que si c'était le cas, il y a de fortes chances que seule la vente de sous-vêtements étrangers soit interdite, et que la Russie et ses alliés essaient de fabriquer eux-mêmes des sous-vêtements en dentelle. Si cette initiative est inspirée par le rejet de l'influence occidentale par la Russie, il est possible qu'elle s'étende à d'autres articles vestimentaires tels que les chaussures, les sacs et peut-être même le maquillage. Il est improbable que les choses aillent aussi loin, mais lorsqu'il s'agit de la Russie, on ne peut pas exactement prédire ce que le gouvernement fera, donc cela reste une probabilité.
Il est possible que l'exigence relative au coton soit revue afin de permettre un marché plus inclusif. La plupart des sous-vêtements en dentelle contiennent moins de 4% de coton. Si les conditions sont légèrement assouplies, il est possible que les fabricants puissent satisfaire à cette exigence et que de nombreux articles de lingerie puissent à nouveau être vendus dans les magasins russes. Toutefois, en attendant, si vous prévoyez un voyage en Russie, vous devriez peut-être repenser aux sous-vêtements que vous emportez. Médicaments. Dans la plupart des pays, la consommation de drogue est illégale. Toutefois, en Russie, cela va encore plus loin. En premier lieu, la Russie possède certaines des lois les plus sévères au monde en matière de drogue, ce qui est assez ironique pour un pays tristement célèbre pour le dopage dans le sport. La consommation de drogue n'est pas considérée comme un problème de santé publique. Il est plutôt considéré comme une forme de décadence sociale, méritant d'être puni. Les toxicomanes sont condamnés à des années d'emprisonnement et à des traitements forcés. Le cas récent de Brittney Griner vient à l'esprit. La star de la WNBA et double médaillée olympique a été condamnée à une peine de 9 ans pour la possession d'une petite quantité de marijuana. Les situations de ce type sont assez courantes, et l'objectif de ces sanctions sévères est de dissuader les gens. Ce système n'est toutefois pas très efficace. La politique russe en matière de drogue ne s'arrête pas là. La Russie interdit activement les sites web où la consommation de stupéfiants est discutée. La raison en est que le gouvernement veut empêcher les gens d'avoir accès à des documents qui pourraient les informer sur la consommation de drogue et les influencer. Le gouvernement russe a déjà bloqué une partie de Reddit en 2015 et a même envisagé de bloquer l'accès au site à l'échelle nationale lorsqu'un subreddit discutait de la culture et de l'utilisation de champignons psychédéliques. Il est compréhensible que le fait de bloquer l'accès à certains détails puisse être dangereux pour le public. Toutefois, à l'inverse, un manque d'informations sur le sujet des drogues pourrait également constituer un problème. Malheureusement, la Russie ne l'a pas encore compris. Par exemple, l'accès à l'information pourrait aider à éduquer les consommateurs de stupéfiants sur les moyens d'obtenir de l'aide. L'ironie de cette politique est que la Russie elle-même a un problème avec la consommation d'alcool de ses citoyens. En 2012, plus de 30% des décès en Russie étaient imputables à l'alcool, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'alcool est techniquement une drogue et, en raison des lois russes restrictives sur les drogues dans les médias et sur l'Internet, les Russes qui ont besoin d'accéder aux ressources et à l'aide concernant l'alcoolisme ne peuvent tout simplement pas les obtenir. Il convient de noter que la Russie reconnaît le problème de l'alcool et qu'elle s'efforce d'y remédier. Toutefois, le fait de bloquer l'accès à des contenus susceptibles d'aider les alcooliques risque de rendre ces efforts encore plus difficiles. Mais l'alcool n'est pas le seul problème. De nombreuses drogues assez courantes dans d'autres pays sont interdites en Russie, et il est facile pour les touristes, par exemple, de l'oublier et de s'attirer des ennuis pour possession de ces drogues. L'Adderall est un type de médicament utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Presque partout ailleurs, la possession d'Adderall n'est pas considérée comme un délit. Mais si vous êtes en Russie, ce médicament relativement inoffensif peut vous conduire en prison. En effet, l'Adderall contient des amphétamines, un type de drogue totalement illégal en Russie. La répression a bien sûr conduit à l'arrestation de personnes qui ne se doutaient de rien, mais elle permet au gouvernement de croire que sa politique est efficace. Selon Elena Korchevaya, de l'agence antidrogue de la région de Moscou, les opérations de ce type sont de plus en plus fréquentes depuis la création de l'Agence nationale de contrôle des drogues. Chaque année, les quantités de drogue confisquées augmentent. Malgré sa grande intolérance à l'égard des drogues, la Russie maintient une forte prévalence de la consommation de drogue. Ces dernières années, la situation ne s'est guère améliorée et le pays connaît une épidémie généralisée de consommation de drogue injectable. On estime que plus de 2% de la population est constituée de personnes qui s'injectent des drogues. 2% peut sembler peu, mais si l'on considère que la Russie a une population de 143 400 000 habitants, on se rend compte que cela représente 2 608 millions de personnes qui s'injectent des drogues. C'est un chiffre effrayant. En 2020, 18 013 personnes ont fait une overdose de drogue et 7 366 en sont mortes. Il s'agit d'une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. La Russie ayant recours à la force et à des sanctions sévères, tout en réduisant l'accès du public à l'information, plus d'un quart de la population carcérale est incarcérée pour des délits liés à la drogue. Il n'est pas difficile de constater que la politique actuelle n'est pas particulièrement efficace. Au contraire, le nombre de toxicomanes augmente. Pourtant, cette politique est maintenue. Le dernier point de cette liste est une question de santé publique, et ce n'est probablement pas ce à quoi vous pensez. L'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle est devenue un élément essentiel de l'éducation au niveau mondial, et ce à juste titre. Selon Planned Parenthood,
L'éducation sexuelle donne aux jeunes les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour jouir d'une bonne santé sexuelle tout au long de leur vie. Ils apprennent à avoir des relations saines, à prendre des décisions éclairées en matière de sexualité, à réfléchir de manière critique sur le monde, à être de bons alliés pour les personnes marginalisées et à s'aimer pour ce qu'ils sont. Il ne s'agit pas d'une simple opinion, mais d'un fait scientifique. La recherche montre que l'éducation sexuelle aide les jeunes à développer les compétences sociales et émotionnelles dont ils ont besoin pour devenir des adultes attentifs et responsables. L'éducation sexuelle permet également d'apprécier la diversité sexuelle, de prévenir la violence dans les relations amoureuses et entre partenaires intimes et de développer des relations saines. En outre, l'éducation sexuelle des enfants et des adolescents contribue à la prévention des abus sexuels à l'égard des enfants, car ils sont mieux informés de ce à quoi cela ressemble et de la manière d'y réagir. C'est un peu comme apprendre aux enfants à ne pas accepter de bonbons de la part d'inconnus. L'un des avantages les plus connus de l'éducation sexuelle est qu'elle apprend aux jeunes à éviter les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Cela permet d'avoir une vision plus sûre et plus informée de la sexualité. En raison de ces avantages, l'éducation sexuelle a gagné en popularité dans le monde entier, à l'exception de la Russie, évidemment. La Russie se considère comme l'un des derniers pays à défendre des valeurs traditionnelles conservatrices. Cependant, de nombreuses personnes s'attendent à ce que le sujet de l'éducation et de la santé sexuelle ne soit pas compromis. Si vous étiez l'une de ces personnes, vous auriez tort. La Russie a en effet interdit l'enseignement de l'éducation sexuelle et, comme vous pouvez vous en douter, c'est assez inquiétant. D'autant plus que les effets se sont fait sentir presque immédiatement dans le pays. Alors, comment en est-on arrivé là? En 2010, la Douma a adopté une loi visant à protéger les enfants des contenus susceptibles de leur nuire. Cela semble assez juste jusqu'à ce que l'on se rende compte que cela incluait des contenus pouvant être considérés comme sexuellement explicites. Pour une raison ou une autre, cette loi incluait toutes les formes d'éducation sexuelle. Il n'est pas vraiment surprenant que la Russie ait décidé d'interdire l'éducation sexuelle dans les écoles. Le pays est conservateur et l'Église orthodoxe russe exerce une influence considérable sur l'État. Selon Vadim Pokrovski, Cela n'a pas toujours été le cas, car il semble que l'Église ait obtenu ce qu'elle voulait, au détriment de la science. Le prix à payer est toutefois élevé. Entre 2017 et 2021, le nombre de cas déclarés de Russes séropositifs a augmenté de près de 100%, passant d'environ 800 000 cas à un chiffre stupéfiant de 1,5 million. C'est un bond énorme. L'ignorance en matière de santé sexuelle et la stigmatisation qui accompagne un diagnostic positif ont joué un rôle dans cette augmentation. Le gouvernement russe affirme qu'il travaille d'arrache-pied pour faire baisser ce chiffre. Mais pour l'instant, il ne semble pas vouloir diminuer. Il semble évident pour tout le monde, sauf pour le gouvernement russe, qu'élever une génération qui n'a que peu de connaissances en matière de sexualité conduirait probablement à une ignorance et à une gêne croissante face à un concept qui ne devrait pas être traité comme un sujet tabou. À l'heure actuelle, l'éducation sexuelle en Russie relève essentiellement de la responsabilité des familles qui doivent intervenir pour donner aux enfants et aux jeunes adultes les instructions qui affectent leur vie. Certaines personnes sur les médias sociaux utilisent également leur influence pour éduquer les gens sur les droits sexuels et reproductifs. Ce n'est pas une façon idéale d'enseigner à une population toujours croissante, mais c'est pour l'instant la seule option disponible. La Russie, comme le reste du monde, est en constante évolution. L'avenir nous dira si l'administration Poutine reconsidérera certains éléments de cette liste ou si des choses encore plus étranges y seront ajoutées. Qui sait, peut-être que dans un avenir proche, tous les livres portant le nom de Vladimir pourraient également être interdits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases qui se trouvent sur votre écran.